Bonjour, bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va résumer pas mal ce qu'on a fait à l'aide des lois de la loi de la thermodynamique. Vraiment, tout ce qu'on a fait, c'était pour arriver à ces lois de la thermodynamique. Donc, il y en a trois, mais en réalité, il y en a quatre, comme je vous l'ai déjà dit. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur le cours précédent ou c'est bon? Donc, la loi zéro, c'est que euh, si A est en équilibre avec C et B est en équilibre avec C, alors A est en équilibre avec B. Ah, pardon, c'était notre loi d'existence des thermomètres. Donc, l'équilibre thermodynamique a fallu le postuler finalement, mais je pense que ça correspond bien à notre expérience quotidienne. Donc, on l'a défini, puis on s'en est servi. Donc, la première loi, c'est qu'il existe une fonction d'état appelée énergie. Qui obéit disons, E est égal à une constante pour un système isolé. Monsieur, j'ai une question. Pardon? J'ai une question. Oui, oui, vas-y. Dans le fond, c'est juste pour revenir à la zérotième loi de la thermodynamique, là. Oui. Genre, mais parce que je viens de penser à quelque chose, là. Dans le fond, le C, dans le fond, ça se trouve être, dans le fond, notre thermomètre. Oui. Puis, vu qu'on utilise, dans le fond, est-ce qu'on peut, genre, on justifie ça, dans le fond, avec le fait que, genre, vu que notre thermomètre est petit, genre, on utilise un peu le concept qu'on avait parlé de réservoir de chaleur l'autre fois. Puis, ça n'a comme pas d'impact sur notre système parce que, genre, le système du thermomètre est très petit, fait que, genre, il va pas impacter sur A, fait qu'on peut dire que A est égal à B comme ça. Oui, oui, c'est important que. Donc ici, disons que de la façon dont c'est dit là, on n'a rien supposé avec ça. Les deux systèmes pourraient être gros, on fait juste constater qu'ils sont en équilibre. Mais disons qu'on utilise ensuite ça pour dire, ben écoute, je peux ensuite construire un thermomètre en m'assurant que C soit très petit pour pas qu'il influence A quand il est mis en contact. Puis en plus, qu'il y ait un paramètre thermométrique, c'est-à-dire une quantité macroscopique observable qui varie beaucoup avec la quantité d'énergie interne ou avec la température, si vous voulez. C'est bon? Ouais. OK. Donc, l'énergie est une constante pour un système isolé. Et puis B, le changement d'énergie interne d'un corps est égal à la chaleur absorbée moins le travail. Autrement dit, l'énergie est conservée si on tient compte de la chaleur. Ça, encore une fois, c'est une loi qui n'était pas connue ni par Newton, ni par Leibniz, ni par personne avant le milieu du 19e siècle. Donc, d'avoir compris que la chaleur, c'était de l'énergie, c'est-à-dire que la chaleur, vous vous souvenez, c'est de l'énergie qui est échangée lors d'un contact thermique, c'est-à-dire que c'est de l'énergie qui est échangée de façon désordonnée. Voilà. Ensuite, la deuxième loi, c'est qu'il existe une fonction appelée entropie. Donc, qui a les propriétés suivantes.
l'entropie ne peut que augmenter ou rester la même pour un système isolé. Isolé à tous les points de vue. Hein? Autrement dit, je regarde un système comme ça où tout est ici. Puis là, une contrainte macroscopique qui est enlevée, un trou qui est fait ici, ben, l'entropie va augmenter. Même si je n'ai pas échangé de chaleur ou je n'ai pas fait de travail. C'est bon? Puis pour un processus quasi-statique, donc quasi-statique, je vous rappelle que ça veut dire qu'il est fait suffisamment lentement pour qu'on puisse supposer que le système, à chaque moment, étant donné comment changent les contraintes, comment changent les contacts, etc., à tout moment est à l'équilibre thermodynamique, ds est égal à la chaleur absorbée divisée par la température. Puis finalement, la troisième loi, le principe de Nernst, c'est que l'entropie S est égale à S0 indépendamment ou je devrais dire indépendant, donc indépendant des paramètres externes. À T égale 0. Autrement dit, il existe une température minimale, température absolue minimale, 0, où l'entropie est une constante. En fait, en général, cette constante-là est 0. Troisième loi de la thermodynamique. Et puis, on peut réfléchir un petit peu aussi. Oups. Donc, on peut réfléchir un petit peu aussi à des conséquences de ça ici. Il y a des formulations différentes. Donc, il y a la formulation, je parle de la deuxième loi. Hein? Donc, formulation de Kelvin. Si j'ai un réservoir, donc un gros système, et puis qui peut donner de la chaleur, je pourrais utiliser cette chaleur-là pour faire un travail. Cette machine-là n'existe pas. Donc, il n'existe pas de machine cyclique, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez imaginer comme une espèce de moteur qui tourne, hein, c'est cyclique, ça fait du travail. Donc, il n'existe pas de machine cyclique. dont le seul effet sur le seul effet est de transformer de la chaleur en travail. L'inverse est possible. Hein? Si, par exemple, je fais du travail ici, ben, ma main chauffe. Donc, je transforme du travail en chaleur. Mais on ne peut pas juste prendre la chaleur et transformer en travail. Êtes-vous capable de me dire pourquoi c'est équivalent à ça ici? Avec, quand on parlait l'autre fois que les températures devaient s'équilibrer, Peux-tu parler plus fort, s'il te plaît? Excuse, je ne comprends pas. Ça a-tu un lien avec le fait que les températures, il faut qu'ils s'équilibrent? Fait que si on
Si on affirmait ça, ben, ça voudrait dire que peut-être que le signe de l'inégalité genre, est inversé, puis là, ça marche plus. Euh, Ou c'est complètement idiot. mais disons que c'est plus lié à l'entropie, hein. Donc, on peut supposer que le réservoir est gros ici, puis que la température ne bouge pas. OK. Vous voyez, ici, comme la machine est cyclique, ça veut dire que à un moment donné, puis l'entropie, c'est une fonction d'état, ça veut dire que ici, j'ai une certaine valeur de l'entropie. Quand je reviens, j'ai la même valeur de l'entropie, donc l'entropie n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'entropie de ce réservoir-là? Vous voyez, delta S, c'est la chaleur absorbée divisée par la température. Mais la chaleur n'a pas été absorbée, elle a été donnée à l'extérieur. Donc ça voudrait dire que ça voudrait dire que ça, le changement d'entropie est plus petit que zéro. C'est pas possible. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Puis ensuite, il y a la formulation de Clausius. La formulation de Clausius, elle dit que si j'ai une température, disons, qui est grande, ici, il y a un réservoir avec une température grande et un réservoir avec une température petite. Cette machine-là n'existe pas. Il n'existe pas de machine cyclique dont le seul effet est de transférer Q de T petit d'un réservoir à petite température à un réservoir à T grand. La machine est cyclique ici, donc il n'y a rien, l'entropie, ça ne change pas. Regardez cette machine-là, qu'est-ce qui arrive? Cette machine-là, il y a un changement d'entropie du réservoir d'en bas, donc qui va être égal à Q ici, divisé par T petit. Puis le changement d'entropie du réservoir d'en haut, ça va être Q sur T grand. Mais Q est négatif ici du point de vue de ce réservoir-là, d'accord? Parce que l'énergie, elle est émise. Puis T est plus petit que ça ici. Ça veut dire que c'est ce terme-là qui est le plus grand, d'accord? Parce que T ici est plus petit que celui-là. Donc ça veut dire que ça donne un changement d'entropie qui est plus petit que zéro. Ça va? Donc, au prochain chapitre, dans le chapitre 4, là, on va regarder les machines. Puis les machines doivent obéir à ces principes-là, que ce soit une automobile, un réacteur nucléaire ou une locomotive à vapeur, ça obéit à ces principes-là. Puis en fait, il va y avoir une efficacité qu'on appelle l'efficacité thermodynamique, une efficacité maximale pour les machines qui va être contrôlée par cette deuxième loi de la thermodynamique. C'est bon, hein? Donc, vous voyez, ça a quand même des conséquences très importantes. Donc, ça, c'était la formulation. J'ai oublié d'écrire son nom. Oups. Formulation de Clausius. Voilà. Donc, je vais terminer cette section-là en faisant une autre petite remarque qui n'est pas très longue. Là, donc, on fera pas. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions d'abord?
Donc, on peut voir l'entropie de deux façons. Donc, ça, c'est la section 4, la sous-section 2. On est toujours dans le chapitre 3. Donc, on pourrait appeler ça remarque sur l'entropie. Donc, l'entropie, c'est égal à KB log d'oméga. Donc, on peut calculer l'entropie à partir de principes microscopiques. Puis, on peut s'en servir ensuite pour calculer des probabilités. Hein, vous vous souvenez que la probabilité, ça dépend du nombre de... la probabilité, ça dépend de oméga, donc on peut prendre cette exponentielle-là. Mais même si on n'est pas capable de calculer du point de vue microscopique, on peut toujours mesurer expérimentalement. Là, on a vu que la différence d'entropie entre deux états, I à F, c'est dQ sur T. La chaleur, ça se mesure. La température, ça se mesure. Il faut que ça soit fait de façon quasi-statique. Donc, on peut mesurer la probabilité d'un état. C'est bon? Donc, il ne nous reste plus rien que une chose importante à faire dans ce chapitre-là, puis c'est de montrer un exemple où on peut justement utiliser ce calcul-là ici pour trouver quelque chose d'observable. Donc, on va faire pour les gaz parfaits. D'accord? On va calculer le log du nombre d'états accessibles pour le gaz parfait, en déduire de l'entropie, puis ensuite, à partir de l'entropie, calculer, montrer que PV est égal à NRT, puis l'énergie est égale à 3,5 NKBT.